Poursuite aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur la réforme du débat sur la réforme de la sécurité sociale. Le résultat du vote est très incertain. Le débat s'est poursuivi très tard la nuit dernière. Ouverture officielle avant la fin du mois de l'autoroute Lyon-Chambéry. Ce nouvel axe routier comprendra le tunnel le plus long du réseau français, plus de 3 km. 30 000 Françaises pratiquent un sport de combat. Le judo féminin est en pleine progression. Pour la première fois, les Françaises participeront en décembre à des compétitions internationales. Où en sont les travaux du plateau Beaubourg à Paris et notamment quelles seront les caractéristiques du futur centre culturel? Notre reportage vous précisera tout cela dans le détail. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Le Conseil des ministres s'est réuni à 10 h ce matin à l'Élysée autour du président de la République et il vient d'ailleurs tout juste de se terminer. Il devait y être notamment question de la situation internationale, de l'Europe et de la situation sociale en France. Nous en reparlerons dans le courant de ce journal si des précisions intéressantes nous parviennent. C'est tard dans la nuit, très tard même, que les députés ont quitté l'Assemblée nationale sans conclure le débat important, difficile, complexe et très controversé sur la réforme de la sécurité sociale. Mais soyons bien clairs, les députés sont pratiquement unanimes, comme on l'imagine, à approuver un projet qui consiste à faire bénéficier tous les Français de la sécurité sociale. Mais ils sont profondément divisés sur les modalités du financement. Cette réforme implique des textes législatifs assez complexes, mais en gros, on peut dire que l'opposition estime que ce sont les salariés qui feraient les frais de la réforme. Les députés UDR étant d'ailleurs, il faut le noter, en grande majorité hostiles à ce projet. Un certain nombre de députés disent aussi que ce projet gouvernemental va à l'encontre de l'esprit de la sécurité sociale défini en 1945 par le général de Gaulle. Pour sa part, le ministre du Travail, M. Michel Durafour, a défendu le projet, estimant, je cite, que la généralisation de la sécurité sociale s'inspirait dans le droit fil de la recherche d'une meilleure société où les modestes bénéficient de la solidarité nationale. Fin de citation. Le résultat de ce débat sur la réforme de la sécurité sociale est donc très incertain. Le vote est attendu pour la nuit prochaine. C'est finalement 3 questions principales qui se sont retrouvées hier à l'ordre du jour de la réunion des ministres des Affaires étrangères des 9 à Luxembourg. Il a en effet été question de l'énergie, des rapports entre les 9 du marché commun et les autres 9 du marché commun, mais celui-là des pays de l'Est, et enfin de l'avenir de la Grande-Bretagne par rapport à ses partenaires européens au sein de la communauté. Rien d'essentiel, semble-t-il, n'a été décidé ou en tout cas noté. Cette réunion des 9 a également évoqué la réunion possible d'un sommet européen, peut-être avant la fin de l'année. Il s'agit là, je vous le rappelle, d'une initiative prise par la France. États-Unis. Vague de racisme à Boston où depuis un mois la ville est en proie à l'agitation à la suite de la décision d'un juge fédéral ordonnant l'intégration scolaire. Les agents tentent de faire régner l'ordre au moment de l'arrivée et au départ des autobus transportant les élèves noirs. Et devant cette situation, le gouverneur de l'État a demandé à M. Gerald Ford l'envoi de troupes fédérales. Mais jusqu'à maintenant, ce dernier a fait la sourde oreille. Proche-Orient. Bien qu'il ne l'ait pas encore lui-même confirmé, tout laisse à penser que Yasser Arafat ira le 4 novembre à New York pour l'ouverture à l'ONU du débat sur les Palestiniens. Cette visite fait déjà l'objet de violentes réactions de la part des Israéliens, entre autres de Mme Meir, qui a déclaré « Ces gens de l'ONU sont avant tout pratiques, la vie d'enfant pèse moins lourd que le pétrole ». D'autre part, une manifestation qui devrait réunir plus de 100 000 juifs américains est organisée à New York pour le 4 novembre. Hier soir, à la télévision américaine, le président Gerald Ford a énuméré ce que l'on peut appeler les 10 commandements revus et corrigés en 1974. Ces 10 commandements ne se substituent pas à ceux appris au catéchisme, et que l'on oublie d'ailleurs en général assez vite. Ces nouveaux 10 commandements sont en fait des indications pratiques pour combattre l'inflation. Les voici, peut-être tout ou partie d'entre eux pourront vous être utiles, je le souhaite. Il est en tout cas intéressant de constater, encore une fois, la similitude des situations dans les pays touchés par la crise. Alors écoutez bien, premièrement, équilibrez votre budget familial et demandez à ceux qui vous gouvernent d'en faire autant. Deuxièmement, attendez pour acheter à crédit que les taux d'intérêt baissent. Troisièmement, économisez autant d'argent que possible.
Quatrièmement, observer la vitesse limite sur les routes et faites de plus en plus de bicyclettes. Cinquièmement, n'augmentez pas les prix et les salaires sans nécessité absolue. Sixièmement, attendez les soldes pour acheter. Septièmement, débrouillez-vous par vous-même, cultivez les jardins pour vous nourrir de vos propres fruits et légumes. C'était le septièmement. Huitièmement, aidez au recyclage des déchets. Neuvièmement, évitez le gaspillage. Et enfin, dixièmement, restez en bonne santé, car la maladie est l'un des plus grands gaspillages de l'Amérique. Voilà ce qu'a dit hier M. Ford aux Américains. Ces 10 commandements ont été retransmis en direct par les chaînes de télévision américaines. Bilan lourdement déficitaire pour l'aérospatiale. Les dirigeants de la SNIAS estiment les pertes de l'année 1973 à 484 millions de francs. En 1972, elles n'étaient que de 12 millions. Pour expliquer le déficit, on évoque bien sûr la crise pétrolière et celle du transport aérien. En effet, la SNIAS fabrique des appareils civils dont la commercialisation est difficile. Ainsi, l'Airbus n'a fait l'objet que de 13 commandes, chiffre inchangé depuis 1 an et demi. À lui seul, l'Airbus intervient pour près de la moitié du déficit. L'instabilité monétaire et la conjoncture sociale sont responsables du reste des pertes. Quelles solutions envisager pour sauver l'emploi des 100 000 travailleurs de l'aérospatiale? Avant la discussion au Parlement du budget de l'aviation civile, le comité de soutien Concorde propose de forcer le marché et d'accélérer la mise en service du supersonique. En 1973, en effet, 9 Concorde seulement ont été commandés, et ce, uniquement par les compagnies nationales des 2 pays constructeurs. Mais pour les dirigeants de la SNIAS, la clé du salut, c'est l'entente et le regroupement des industries aérospatiales européennes. À ce prix seulement, ont-ils dit hier, il sera possible de survivre face aux géants américains qui détiennent 90% du marché américain. Sinon, des licenciements massifs seraient inévitables. Sous la montagne savoyarde de l'Épine, voici en avant-première l'ouvrage qui sera bientôt le plus long tunnel autoroutier de France, avec 3 km 200, le double de celui de Fourvière à Lyon, et le deuxième d'Europe. Il permettra dès le 24 octobre une liaison par autoroute en 50 minutes de Lyon, capitale régionale, à Chambéry, ville moyenne de Rhône-Alpes. Le péage sera cher, 20 francs pour une voiture sur les 80 km. Mais c'est la conséquence d'un coût de construction élevé, 75 millions de francs pour chaque kilomètre de tunnel. C'est le premier élément d'un réseau qui, en 1978, reliera entre elles les principales villes et vallées alpines. Mais sans attendre, le nouveau tronçon va déjà permettre une amélioration sensible de la route des sports d'hiver. En temps, Chambéry sera à 5h30 de Paris, et en sécurité. Pour cette première autoroute de montagne, les techniques les plus récentes de déverglaçage et de déneigement seront utilisées par la société concessionnaire, AREA, qui a voulu que soit placé sous le signe de la tranquillité de l'automobiliste son autoroute et ses tunnels. Pour elle, tomber en panne sous la montagne ne doit pas présenter plus de risques qu'en rase campagne. À l'Épine, les systèmes de sécurité ont donc été particulièrement soignés. Chaque seconde, des ventilateurs géants, 4 mètres de diamètre, pourront injecter jusqu'à 1500 mètres cubes d'air frais, et des souffleries extrairont 500 mètres cubes d'air vicié. C'est un record du monde. Mais d'autres équipements sont prévus. Nous avons une salle de contrôle où tous les renseignements sont centralisés. Et dans cette salle de contrôle, il y a des télévisions, il y a de nombreux postes de télévision, tant pour ce tunnel de l'Épine que pour le tunnel de Dulin, si bien qu'on peut contrôler la circulation de l'entrée, dès l'entrée et à l'intérieur du souterrain, d'une part. Vous avez des détecteurs de CO qui sont placés tout le long. Vous avez des détecteurs d'opacité, un réseau d'incendie, bien entendu, un éclairage, je pense, satisfaisant, puisqu'il doit y avoir à peu près 40 lux. Et vous avez en outre des galeries qui permettent la communication entre les 2 tubes, c'est-à-dire tous les 300 mètres des galeries de piétons et tous les 750 mètres des galeries dites de véhicules légers, c'est-à-dire où les véhicules peuvent passer d'un côté à l'autre, c'est-à-dire permettre le secours immédiat. Voici la sortie du tunnel de l'Épine. Nous avons exactement parcouru 3210 mètres depuis l'entrée. Chambéry est à 5 minutes de voiture et les premières stations à moins d'1 heure. Et la neige qu'on devine déjà dans le lointain.
Une certaine émotion est notée dans le milieu du rugby après l'inculpation et la mise sous mandat de dépôt de M. Georges Mas, PDG d'entreprise et président du club de rugby de Béziers. Georges Mas est inculpé d'infraction aux lois sur les sociétés, d'escroquerie et de banqueroute. Il était à la tête de l'une des plus importantes entreprises de bâtiments du Midi, qui employait quelques 1500 personnes. Reste à savoir maintenant, après la faillite, s'il existe un rapport financier quelconque entre le cumul des deux fonctions de M. Mas, le PDG, et le président du club de rugby de Béziers. La faillite se montrait à quelques 50 millions de francs. J'ai toujours été assez combative et le judo me permet de m'exprimer et de me libérer. C'est un sport comme les autres, mais enfin, en plus, on peut se défendre. Je travaille 8 heures par jour, donc, et je suis assise tout sur une chaise toute la journée, et ça me porte un certain défoulement, quoi. Un moyen de défense aussi. Ah bon? Ah oui, parce que dans la rue maintenant, il faut faire attention. Qu'est-ce que vous a apporté le judo? Beaucoup de détente, parce que j'ai un travail qui est plutôt barbant, si on peut dire, et quand je viens au club, ou alors ici, c'est formidable, quoi. C'est une détente complète. J'étais un peu garçonnière, alors... Elles sont de plus en plus nombreuses à s'intéresser au judo. 30 000 licenciés pour 310 000 pratiquants, soit à peu près une femme pour 10 judokas. Le judo féminin français est en plein essor. Progression étonnante, il se situe même à la première place en Europe en ce qui concerne l'importance de ses effectifs devant l'Allemagne fédérale et la Grande-Bretagne. Jusqu'à présent, en France, pas de compétition officielle pour les dames. Par contre, elles existent déjà en Angleterre, en Allemagne de l'Est, en Italie, en Suisse et en Hollande. Le passage des grades se fait selon des critères exclusivement techniques contrôlés par le Comité national des grades de la Fédération française de judo. Actuellement, il y a en France environ 250 ceintures noires, dont 8 troisièmes dan. Cette année, un tournoi expérimental a été organisé pour la première fois au stade de Coubertin. Il a révélé un niveau d'ensemble déjà excellent. 8 dan AE2, L3, lui 5, ils sont mari et femme. Au Dojo national de Paris, monsieur et madame Levanier s'occupent de l'entraînement des meilleurs éléments féminins. Assez peu de différence entre le judo féminin et le judo masculin, mais pas question bien sûr pour une ceinture noire de battre un ceinture noire. Où la différence intervient, c'est au point de vue de la force physique. Alors là, évidemment, la différence intervient. C'est un peu comme les autres sports, si vous voulez, l'athlétisme ou autre. Le style reste, peut-être même, on a des féminines qui sont peut-être des fois plus belles au point de vue exécution de mouvement, mais elles restent tout de même moins efficaces. Vous pensez que les femmes sont prédisposées particulièrement pour le judo? Le judo, dans son expression, c'est les principes de l'art souple. Alors je crois que dans son esprit même, il est adapté à la femme. Il devrait pouvoir permettre à la femme de s'exprimer. Et je crois que si le judo est pratiqué véritablement dans le sens qui doit être fait, il n'y a pas de raison. Je crois que la femme a un grand avenir. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je le pense également. D'ailleurs, j'ai fait des compétitions. J'en ai fait même en ligne, ce qui est tout de même difficile. Et j'étais très contente, très heureuse de pouvoir m'exprimer. Parce qu'il arrive à un moment donné où on a une certaine forme, une certaine classe, un certain rythme. Et je pense que c'est nécessaire de faire compétition pour voir où en sont les progrès, justement. C'est un peu indispensable. C'est un peu indispensable. Quand on a envie de faire du grand judo, il faut terminer par la compétition. C'est un sport féminin. Absolument. Le judo, sport féminin à part entière, c'est une perspective assez proche. Les 1er et 2 décembre à Gênes, l'équipe de France féminine fera ses grands débuts en compétition internationale. On pourra alors mieux situer la valeur du judo féminin français.
lumière douce, ambiance de cabaret, nous sommes à l'hôpital, à l'Hôtel-Dieu à Paris. Depuis plusieurs jours, 10 artistes, 4 musiciens et 4 techniciens travaillent bénévolement sous la direction d'Alain Zwimer pour présenter aux malades un spectacle de variété. Une innovation qui est peut-être un pas en avant pour l'humanisation des hôpitaux. Est-ce que vous avez eu des distractions à part cela? Non, c'est la seule. Et vous À pensez... part la promenade sur les arcades, c'est tout. Il y a énormément de gens dans l'hôpital qui n'ont pas de visite. Ils en sont très heureux de s'y rendre ce soir, certainement. Ça distrait. C'est joli, le folklore, tout ça, c'est mignon. Puis on n'a pas grand-chose à l'hôpital. Alors ça fait plaisir. Alors j'ai la langue qui lourche, j'ai la langue qui gourche, je peux plus articuler mes mots. Je peux plus articuler mes nez, je peux plus avoir les mucotétés. Alors les mucs, vous savez que c'est terrible, un phéno pareil, un férodapeille, un dérofapeille, un défaut. Comme ça. Ça m'intéresse pas spécialement. Il y a la télévision, j'ai la télévision là. C'est à peu près. Je suis un peu renfermée. Je suis un peu. Ce qui a été peut-être le plus difficile pour moi, c'est d'essayer de réunir un certain nombre de malades parce que j'avais conscience qu'il était difficile de les arracher à leurs problèmes, à leur lit, les soustraire à l'état pathologique dans lequel ils étaient. Une expérience qui ne va pas sans quelques réticences de la part des malades comme des médecins. Leurs objections, le bruit et surtout la contagion. Je crois que dans chaque service, tous les chefs de service auront par avance indiqué aux malades ceux dont il est souhaitable qu'ils restent dans les salles. Est-ce que vous pensez qu'au point de vue moral, ça peut aider le malade à se remettre plus vite? Il est certain qu'il est toujours extrêmement important d'avoir du côté moral une assurance que le malade se trouve dans de bonnes conditions. Par conséquent, dans les services de jeunes enfants, dans les services de personnes âgées, de telles réjouissances peuvent mettre une certaine note utile. Dans nos malades aigus, évidemment, un malade qui vient pour être opéré pensera à autre chose qu'à une festivité. Qu'est-ce que vous avez préféré? Oh, tout, non, toujours, mais alors Pierre Reps particulièrement. Et puis alors l'illusionniste. Il est parfait, il est mignon, il a des gags à lui, c'est vraiment merveilleux. Vous vous sentez mieux maintenant? Oui, très bien. Oh, j'ai toujours une morale, il faut bien. Je vous parlais au début de ce journal de la réunion du Conseil des ministres hebdomadaires, comme tous les mercredis, conseil qui s'est d'ailleurs terminé à peu près au moment où ce journal commençait. Je crois que Patrice Duhamel va pouvoir nous donner maintenant quelques précisions. Patrice? Oui, Claude, j'ai à côté de moi M. André Rossi, porte-parole du gouvernement. Ce conseil s'est donc terminé il y a 20 minutes environ. Il a évoqué pour commencer l'accord social qui a été conclu lundi entre le patronat et toutes les organisations syndicales sur la garantie de ressources pour les travailleurs victimes d'un licenciement collectif. Et je crois que le chef de l'État a fait un commentaire sur ça. Oui, le chef de l'État a noté effectivement que moins de 6 mois après la promesse qu'il avait faite en campagne électorale, exactement à Mont-Solémine, et promesse qui a été ensuite confirmée par le Premier ministre le 19 juin dernier, est donc intervenu dans cet accord qui est fondamental puisque, comme vous venez de le rappeler, il assure 12 mois de salaire aux travailleurs victimes de licenciements collectifs. De licenciement économique. Absolument. Et c'est très important puisque dans ce domaine, il faut constater que nous sommes à l'avance sur toutes les législations sociales, non seulement d'Europe, mais du monde entier. Par ailleurs, le Conseil des ministres a évoqué un problème spatial, celui de Ariane. Alors, quelle décision a été prise ce matin? Le projet Ariane sera maintenu. L'objectif, c'est de conserver à l'Europe ses chances d'indépendance en matière spatiale. Et par conséquent, la France continuera à participer à ce projet, étant précisé d'ailleurs que le ministre de l'Industrie et de la Recherche aura à discuter avec nos partenaires d'un certain nombre de modifications et de conditions, mais sur le principe, le projet Ariane est donc maintenu. Je vous remercie. Voilà donc pour l'essentiel de ce Conseil des ministres. Bien sûr, nous reviendrons sur l'ensemble des travaux qui se sont déroulés ce matin au Palais de l'Élysée dans notre édition 19h45. Absolument, merci messieurs. Si l'on en croit un rapport publié par un institut américain et dont vous avez peut-être pris connaissance en détail dans tel ou tel journal de la presse écrite, la ville de Paris serait l'une des villes du monde où l'on vit le mieux.
et elle est à tous égards remarquablement bien placée pour l'avenir. Ce rapport se base sur le fait que le taux de mortalité infantile et de suicide sont les plus bas à Paris que dans d'autres capitales, que le taux de croissance y est l'un des plus élevés du monde et que la densité d'espaces verts se situe, je cite, à un niveau respectable. Ce rapport inclut, il faut le préciser, les bois de Boulogne et de Vincennes. Il est toujours intéressant d'avoir l'opinion de cerveaux étrangers sur nos conditions d'existence. Il faut aussi laisser aux Parisiens leur propre jugement, qui peuvent, pourquoi pas, aller dans ce sens, et pourquoi pas aussi être tout à fait contradictoires. Et puisque nous parlons de Paris, jetons un coup d'œil sur ce fameux plateau Beaubourg. Le centre culturel le plus vaste du monde est en ce moment édifié ici. Ici, c'est à Paris le plateau Beaubourg. À 2 pas de l'hôtel de ville, près de la cathédrale Notre-Dame de Paris, à quelques minutes à vol d'oiseau du palais du Louvre. C'est actuellement un des plus vastes et des plus actifs chantiers parisiens. Les fondations sont terminées, l'édifice sort du sol. Ce centre culturel en cours d'édification est déjà connu sous le nom de centre Beaubourg. Près de la vieille église Saint-Méry, ce sera une immense construction de verre et de métal d'une conception novatrice qu'on doit aux architectes italiens et anglais Renzo Piano et Gian, Franco Franchini et Richard Rogers. Pour le secrétariat d'État à la culture aux destinées duquel préside M. Michel Guy, le centre Beaubourg comptera parmi les réalisations les plus notables de l'époque, encore en chantier, c'est déjà un succès. En fait, vous savez que c'est une initiative du président Pompidou, que le président Giscard d'Estaing a souhaité poursuivre le plan tel qu'il avait été prévu. Ce n'est pas seulement un succès pour le secrétariat d'État à la culture. En revanche, c'est, je crois, un élément très important dans notre politique de création et de diffusion. Parce qu'aussi bien je souhaite que Beaubourg fonctionne comme une sorte de double entonnoir, ouvert sur les activités internationales et diffusé largement dans toute la France. Et à l'inverse, je souhaite que cet entonnoir fonctionne comme, dans l'autre sens, comme en quelque sorte une espèce de centrale de la décentralisation, c'est-à-dire récupère et montre les activités les plus intéressantes de la France et les diffuse largement à l'étranger. On est impressionné par l'ampleur exceptionnelle des travaux. Quelles seront donc les dimensions de cet ensemble culturel véritablement monumental? La hauteur est de 42 mètres, sa longueur est de 166 mètres et la profondeur des niveaux est de 60 mètres environ, y compris la structure. Quand verrons-nous Beaubourg terminé? En 1976. Toutes les dispositions sont prises pour que nous atteignions ce résultat. Vous vous rappelez qu'il y a eu un concours international lancé en 1970, jugé en 1971. Les travaux ont commencé au début de l'année 73. Nous sommes presque maintenant au niveau 0, vous pouvez le juger d'après l'espace du chantier. Et maintenant, eh bien, nous montons le bâtiment et très rapidement, vous allez le voir se dessiner dans le ciel. Vous avez peut-être été surpris, mais sur le chantier, le port du casque est obligatoire pour tout le monde. Parmi toutes les activités du futur centre Beaubourg, les arts plastiques occuperont une place très importante. Et c'est à M. Pontus Hulten qu'a été confié ce secteur. Vous êtes suédois? Oui. Vous allez donc donner à ce centre français le caractère international que nous lui souhaitons. Oui, mais on va s'occuper de Paris, d'autres villes en France, aussi beaucoup, certainement du quartier, par exemple. Ça sera international, national, Paris. Et local. Oui, voilà. Vous voulez aussi faire une animation du quartier? Oui. Très important. Est-ce que vous avez déjà des échos de la réputation du futur Beaubourg à l'étranger? On attend. Vous savez que Beaubourg, c'est quand même la chose la plus importante qui se passe
dans le monde du musée et des centres culturels au monde. C'est la chose qu'on discute partout. Et on peut dire donc que dans le monde entier, on en parle. Ah oui, oui, toujours, oui. Qu'il s'agisse des arts plastiques, qu'il s'agisse du cinéma, qu'il s'agisse de la création industrielle, de la forme utile, qu'il s'agisse du théâtre, de certaines formes de théâtre, qu'il s'agisse de la littérature, qu'il s'agisse du livre. Nous avons donc là tout un ensemble avec un certain nombre de surfaces qui peuvent être aménagées avec des productions, certaines qui resteront certainement traditionnelles, d'autres à inventer, de taille, de dimensions, d'imagination différentes, et que nous cherchons à la fois produire et aussi à accueillir, c'est-à-dire que Beaubourg ne soit pas du tout fermé sur lui-même, mais soit en même temps ouvert à d'autres initiatives extérieures. Une fois les travaux terminés, l'église médiévale Saint-Méry surplombera le département musical le plus moderne du monde. Au pied de l'église Saint-Méry, qui se situe ici, sera implanté en infrastructure, sous le niveau du sol, les surfaces réservées à l'Institut de recherche et de coordination artistique musique, l'IRCAM. L'IRCAM, c'est un institut où on pourra s'attaquer à tous les problèmes de musique contemporaine que les musiciens et les compositeurs ne peuvent pas résoudre tout seuls. Ce sera un endroit où pourront travailler ensemble des compositeurs, des instrumentistes, des scientifiques comme par exemple les acousticiens ou les gens qui s'intéressent à la façon dont nous entendons la musique, à la perception, et aussi où pourra venir le public pour être le spectateur de toutes ces expériences. C'est Pierre Boulez qui dirige. Pierre Boulez a eu l'idée de l'IRCAM, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Autour de lui, il y a plusieurs compositeurs, comme Luciano Berio, Vinko Globokar, Gérald Bennett et Jean-Claude Risset qui s'occupera des ordinateurs. Le futur centre Beaubourg abritera également une vaste bibliothèque publique organisée selon les principes les plus fonctionnels. La grande caractéristique de la bibliothèque sur ce plan, c'est qu'elle sera encyclopédique. Elle abordera absolument tous les sujets, aussi bien les sciences exactes que les sciences dites humaines. Ce sera une approche de tout le domaine du savoir contemporain. Une section sera consacrée à l'art dans la totalité de ses applications visuelles. Nous voudrions, chez nous, montrer que tout ce qui fait la qualité de la vie, ou disons même la culture, n'est pas seulement de pure délectation, comme chez nos amis du département des arts plastiques ou de la musique, mais que ça correspond à des besoins pour le grand nombre et des besoins, je pourrais presque dire, organiques. Que la culture est quelque chose de très très vaste et pas fragmenté ni spécialisé. Disons que ça va en gros du paquet de cigarettes à la machine-outil. Oui, ou du bouton de porte à l'urbanisme. Notre but est de réunir en une seule documentation un double instrument. D'une part, un instrument de recherche qui permettra enfin aux chercheurs d'avoir à leur disposition tout ce qui leur est nécessaire, c'est-à-dire livres, catalogues d'exposition, photos, films. Un instrument aussi de communication et d'information permettant aux artistes d'entrer en contact avec tous ceux qui s'intéressent à leur art. Mais en fait, c'est surtout un élément capital dans une politique qui comporte, comme vous pouvez l'imaginer, une sauvegarde assez vétilleuse du patrimoine et d'autre part une aide très active à la création. Voilà, théoriquement, notre prochain rendez-vous, le dernier rendez-vous de ce journal, devait nous conduire pas très loin du plateau Beaubourg, place de la Bourse, pour la séquence consacrée à la Bourse. Mais je dois vous dire que nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui, exceptionnellement, de vous diffuser notre séquence consacrée à la Bourse. Je dois dire que dans toutes les dépêches que j'ai lues ce matin à propos de la Bourse, rien ne m'a paru essentiel. Mais je vous prie de nous en excuser, ceux d'entre vous en tout cas, qui s'intéressent et pour cause quotidiennement à ces séquences de la Bourse. Vous la retrouverez demain. Notre édition de 24 heures sur la une est terminée. Bon après-midi, à ce soir.